Bonjour à tous. Je voudrais commencer par, présenter mes excuses à toute l'assistance pour mon absence de ce matin et remercier, évidemment, toute l'équipe, d'organisation, et tout particulièrement le professeur, Jean-Sylvestre Berger pour, son invitation. Alors la question, qu'il m'a été donnée de traiter, aujourd'hui est la suivante. La technosphère, une approche par les sciences économiques est-elle, possible? Qu'est-ce que la technosphère? Tout d'abord, je pense que, les débats, qui ont précédé, ont dû, déjà, amplement, traiter, cette question, mais il convient, cependant de rappeler que la technosphère s'entend avant tout en relation avec, le terme biosphère qui désigne, l'ensemble du monde vivant, genre humain compris, ainsi que les, supports inorganiques, organiques qui en, conditionnent, l'existence. Par contraste, la technosphère désigne, l'ensemble des actions techniques de l'humanité, sur, la nature et c'est un, concept qui, semble s'imposer dans les débats, des années, récentes, en raison évidemment de notre actualité, économique, chargée, si, je puis dire. Donc un concept qui, s'impose mais, dont, peut-être, certaines grilles d'analyse existantes, notamment en SHS, peinent encore à tracer les contours et mesurer, précisément les, conséquences. Pour l'économie, la technosphère, pour paraphraser, un slogan, bien connu, il semble un peu que ce soit, technosphère, partout, technosphère, nulle part et c'est ce que j'entendrais, montrer en 3 parties, dans cette, présentation. Parmi les économistes, il semblerait que ce soit, Antoine-Augustin, Cournot, plus connu pour ses analyses de la concurrence au XIXe siècle, qui le premier prenne conscience de la constitution progressive d'une technosphère. En 1861, dans son traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire, il décrit l'homme comme maître ou rival de la nature et il semble à cet égard souligner un changement de la relation entre homme et nature. Dans Considération, sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes qu'il rédige, quelques années plus tard, il écrit cette phrase: «L'homme avait à faire valoir un domaine, il a une mine à exploiter» et ces quelques mots suffisent pour indiquer sous quelle face nouvelle vont désormais se présenter les plus graves problèmes de l'économie sociale, ainsi que les conditions de la vie historique des, peuples. Et cette prise de conscience de Cournot est peu suivie d'effet, dans la science économique, du XXe siècle et j'y vois, 3 raisons principales. Première raison, c'est, le matérialisme, des analyses économiques. L'économie, c'est avant tout la science de la production dont le succès se mesure par la croissance et le taux de croissance, lesquels sont mesurés en recourant au, PIB ou au PNB, par, le recours donc à, un indicateur, de, dimension. Le PIB, rappelons-le, c'est la mesure des richesses nouvelles qui sont créées, chaque année, par le système, productif et plus ce PIB, est, élevé et plus, il augmente, plus, l'économie, est réputée, se, bien porter. Dans ce cadre matérialiste, la technosphère, s'interprète donc comme le résultat de l'activité, économique, normale, de l'espèce humaine et cette technosphère ne saurait, donc en soi constituer une question pour les économistes. La technosphère, c'est bien ou ce serait bien si les économistes en parlaient puisque
La technosphère, c'est finalement le signe de la croissance. Mais cette prise de conscience de Cournot est finalement assez peu suivie d'effet dans la science économique du siècle suivant, et j'y vois trois raisons principales. Première raison, c'est le matérialisme qui caractérise la plupart des analyses économiques. L'économie, c'est avant tout la science de la production et son succès se mesure avant tout par la croissance et le taux de croissance, lesquels sont mesurés en recourant au PIB ou au PNB ou à d'autres indicateurs de création de richesses matérielles du même type. Et dans ce cadre matérialiste, la technosphère peut s'interpréter simplement comme le résultat de l'activité économique normale de l'espèce humaine. Elle ne saurait en soi constituer une question pour les économistes, puisqu'elle témoigne finalement simplement de la santé, de la vigueur d'une économie capable de créer année après année de nouvelles richesses matérielles qui vont s'accumuler. La technosphère, dans ce cadre, est donc la marque de la santé de l'économie et de sa croissance. Il est probablement intéressant à cet égard de noter la coïncidence qui existe entre le calendrier de l'Anthropocène et la très forte augmentation des PIB au niveau mondial que vous avez représenté sur ce graphique. Deuxième raison pour laquelle la technosphère ne constitue pas à proprement parler une question pour les analyses économiques de la croissance du XXe siècle, c'est parce que ces analyses économiques valorisent positivement, et cela de façon systématique, la technique. La technique, le progrès technique sont simplement considérés comme des moyens de produire plus d'output, plus de production, avec la même quantité de facteurs de production, donc de travail et de capital. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les débats des sciences économiques sur le progrès technique portent simplement sur le caractère exogène ou endogène de ce progrès technique. Est-il ou non engendré par le système économique lui-même? Mais on n'a aucune réflexion, ou très peu, sur les effets de la technique et notamment sur les modifications de la biosphère que cette technique pourrait engendrer. Troisième raison pour laquelle la technosphère ne constitue pas une question pour les analyses économiques de la croissance, c'est la définition très restrictive de la fonction de production agrégée considérée par ces analyses économiques de la croissance. Pour ces analyses, la fonction de production d'une économie, c'est simplement une relation extrêmement simplifiée entre des intrants, des inputs ou des facteurs de production et un output ou un produit. Dans ce cadre, la création de richesse est à peu près exclusivement considérée comme le résultat de la combinaison de deux facteurs de production, le capital et le travail donc, et parfois la technique ainsi que je l'indiquais précédemment. Et dans ce cadre analytique, le rôle des ressources naturelles et de la biosphère est absent ou évacué. On a donc une conception de la nature qui est implicitement conçue comme un espace illimité d'expansion ou un réservoir inépuisable de ressources. Et la conséquence de cette absence de réflexion sur la biosphère et son utilisation en économie empêche probablement de penser de façon symétrique la technosphère. En d'autres termes, c'est probablement parce que la biosphère n'est pas intégrée dans l'analyse
économique, ne serait-ce qu'en tant que facteur de production, que les économistes sont dans l'impossibilité de penser symétriquement la technosphère. Certaines analyses économiques tendent pourtant à reconnaître l'existence d'un problème ou au moins d'une question autour de la technosphère. Et cette reconnaissance des effets de l'activité humaine sur la biosphère, elle va accompagner le développement des préoccupations environnementales en économie et l'émergence d'un champ de recherche à part entière qui est l'économie de l'environnement. Concernant néanmoins les questionnements spécifiques sur la technosphère en économie, il semble que ce soit davantage à travers des préoccupations portant sur la biosphère et de manière générale sur l'environnement, plutôt que sur la technosphère, que va se faire la reconnaissance d'une question se posant en tant que telle aux économistes et à la science économique. Alors, sans que la technosphère ne soit à proprement parler, appréhendée en tant que question adressée à l'économiste, un certain nombre de concepts vont pourtant être développés, qui vont permettre plus ou moins directement, plus ou moins efficacement d'appréhender cette question de la technosphère. Première direction, c'est la direction empruntée par l'économie publique et l'économie de l'environnement avec, notamment le développement, du concept d'externalité négative, donc un concept qui est développé, par Arthur Cecil Pigou, dans la première moitié du XXe siècle et par lequel, Pigou désigne, tout phénomène par lequel, l'action, d'un, agent a des conséquences sur le bien-être d'au moins un autre agent qui, pour faire vite, n'a rien demandé. Et donc, sans que cette interdépendance, cette action de l'un sur l'autre ne soit reconnue ou médiatisée par le système de prix. L'exemple donné le plus fréquent est celui de la pollution. Donc, l'exemple fameux par lequel une entreprise polluante va donc, en polluant, exercer une externalité négative sur les riverains, les entreprises voisines, les citoyens de la ville d'à côté, qui évidemment n'ont rien à voir avec le processus de production à l'origine de la pollution et ne sont pas, en règle générale, compensés pour les effets négatifs de cette pollution qu'ils subissent. Cette notion d'externalité négative, elle va pouvoir, au moins dans une certaine mesure, être mobilisée pour analyser la technosphère ou certaines des questions que cette technosphère pose, par exemple la question des déchets. Les déchets peuvent s'analyser comme une forme d'externalité négative. Face à ces externalités négatives, les économistes préconisent un certain nombre de régulations destinées à internaliser ces externalités négatives, à faire en sorte que les agents à l'origine de ces externalités payent le prix réel que leur activité fait peser sur l'ensemble de la société. Donc ces régulations, eh bien, elles, prennent, traditionnellement, plusieurs formes. C'est la taxation, le principe, du pollueur-payeur, bien connu. C'est la réglementation sous la forme de, normes juridiques ou, c'est encore le marché, la négociation, privée qui, peut permettre, par la voie de l'échange que des,
que des victimes, soient, compensées pour les externalités, négatives qu'elles, subissent. Si ces régulations ont permis, de limiter, les externalités dans un certain nombre de, situations, il semble cependant que, en matière de problèmes posés, par la technosphère, ces régulations, traditionnelles, rencontrent certaines, limites, et soit avouées à, une, inefficacité, assez, manifeste. Tout d'abord, ces régulations, font l'hypothèse que, le dommage, lié à l'externalité est réparable, que, l'externalité, peut être, compensée et en d'autres termes, que, la ressource, qui, est peut-être victime de l'externalité, n'est pas, définitivement, détruite par, la présence de l'externalité. Donc en d'autres termes, l'hypothèse est, qu'il n'existe pas, d'irréversibilité. Et évidemment, cette hypothèse est tout à fait questionnable concernant la biosphère et les effets de la technosphère sur la biosphère. Seconde remarque, ces régulations traditionnelles pour remédier aux externalités deviennent largement inefficaces dès lors que l'on se trouve en présence d'un phénomène mondial. Or, il semble bien que les effets, de la technosphère constituent, ce que les économistes appellent un bien collectif mondial, pour utiliser, les termes de Kindleberger, ou peut-être d'ailleurs un mal, collectif, mondial. Un bien collectif mondial donc parce que, pour les économistes, un bien collectif mondial se définit, par la non-exclusion et la non-rivalité, donc l'impossibilité, d'exclure un consommateur de la consommation du bien et le fait que la consommation d'un consommateur ne réduit pas la consommation possible des autres consommateurs. Mais ces biens collectifs mondiaux, en outre, ils se caractérisent par une dimension internationale d'une part et une dimension intergénérationnelle d'autre part, ce qui semble être clairement le cas de la biosphère et de la technosphère. En présence de, de ce caractère universel, de ce caractère global, du problème, posé, par, la technosphère, les mécanismes de régulation économique classiques, semblent donc, impuissants, semblent donc inefficaces, en particulier parce que les interventions publiques fondées sur des régulations nationales limitées à un territoire donné sont inefficaces en raison de ce que l'on appelle des spillover effects. Et puis elles sont inefficaces également parce qu'elles achoppent, sur les intérêts privés des acteurs au niveau international. En effet, on a, ce que l'on, qualifie de façon, très classique, de comportement de passagers, clandestins. Chacun, en recherchant, son intérêt, rend impossible, la, satisfaction de, l'intérêt, collectif. C'est le problème bien connu de la surexploitation des patrimoines communs, mis en évidence notamment par Hardin avec le problème de la tragédie des communs. La biosphère, en quelque sorte, va pouvoir s'analyser chez les économistes comme une ressource commune ou commun, mais personne ne va, d'une certaine façon, accepter le coût de sa préservation. Parallèlement à ces développements, en économie, de, l'environnement, en économie publique, l'analyse économique va également, tenter, de prendre en compte, non pas, directement, l'existence, de, la technosphère, mais
au moins certains effets de l'activité de l'espèce humaine, sur la planète, et cela à travers la définition d'indicateurs, écologiques. L'objectif de ces indicateurs, c'est de remédier, aux insuffisances, d'une mesure, purement matérialiste de l'activité humaine, telle que, celle, que l'on a précédemment évoquée, par, le seul, PIB. En conséquence, on va voir, progressivement, émerger, plusieurs, utilisateurs de type, les PIB verts, dans les comptes satellites de la nation ou, la, bien connue empreinte écologique. Ainsi, avec, ces développements, en économie de l'environnement et le développement de ces indicateurs, verts, on voit poindre le début d'une reconnaissance d'un effet des activités, humaines sur, l'environnement. On voit poindre donc la reconnaissance, de l'idée de technosphère, mais pour autant ce terme de technosphère reste, très peu présent, dans, cette littérature économique qui va, de préférence, privilégier des termes beaucoup plus, génériques tels qu'environnement ou, pollution. Avec un dernier corpus de littérature en économie autour de, l'idée de développement durable, on marque peut-être, un pas, en avant pour, appréhender, enfin, la notion de technosphère, dans les sciences, économiques. Le développement, durable, rappelons-le, est, défini dans le rapport Brundtland comme un développement qui, répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et cette notion de développement, durable, elle, cherche, à, articuler, des contraires. Notamment, elle cherche à, penser, la nécessité de, la technique, en même temps, que, ses effets, éventuellement, négatifs, et à articuler, cette, technique avec, l'idée de développement, toujours conçue, en Occident comme, une marche vers, le plus. On reste donc avec, cette, idée de développement, durable dans un cadre, de pensée, influencé, par, les, réflexions, anciennes, l'idée de développement, notamment, mais un cadre, néanmoins, augmenté puisqu'il, permet, de, penser, des, notions nouvelles comme la notion d'innovation, environnementale. Avec ces travaux sur la notion de développement durable qui pense le développement en lien avec la technique et ses effets positifs et négatifs, on est probablement au plus proche de la façon dont les économistes appréhendent la technosphère, ou pourraient l'appréhender, et cela donc de façon, certes, encore très imparfaite et essentiellement, par le recours à des concepts connexes, développés par, les sciences économiques dans d'autres domaines. Alors, à la question, technosphère, une approche par les sciences économiques est-elle possible? Oui, elle est possible, mais elle est, probablement encore très, imparfaite. Face à un concept relativement récent, encore peu stabilisé, les analyses économiques, se cherchent, elles tâtonnent. Il y a la prise en compte progressive d'une question, de façon certaine, d'un objet de recherche, mais aussi la tentation d'utiliser les vieux outils, notamment de l'économie publique en économie de l'environnement, pour traiter la question de la technosphère. Et il y a aussi un manque d'outils spécifiquement développés pour penser la technosphère et son caractère global. Ce constat, s'il sonne de façon pessimiste, ouvre probablement un programme de recherche novateur pour les années à venir.